Attention, cet épisode comporte la description d'actes de violence. La mort de mon frère va susciter quelque chose de très fort en France. Et déjà, tout de suite dans notre quartier, il y aura des révoltes. Bonjour Rokaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kiffe ta race qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Exceptionnellement, étant donné la densité du sujet du jour, nous vous proposons un épisode en 2 parties. Ici, nous explorons sans tabou les effets des inégalités raciales dans notre société, dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Pour cet épisode, les montages, mixages et réalisations sont confiés à Osama Ezaz du média Artisan de l'Esprit qu'on remercie. Les prises de vue et montages vidéo sont l'œuvre d'Alex Camara, Jerusha Daniel et Magath Diagne, qu'on remercie aussi. L'an dernier, la France a été bousculée par un événement traumatisant. Abattu d'une balle à bout portant par un policier, Naël Merzouk, 17 ans, perdait la vie brutalement. Une tragédie, comme il en survient malheureusement régulièrement dans nos banlieues populaires. Il y a près de 20 ans, la mort de Zied Benna et de Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis embrasait les quartiers populaires urbains sur tout le territoire, laissant s'exprimer une rage et un désespoir restés sans réponse. Depuis, Ali Ziri, Wissam El Yamni, Lamine Dieng, Gay Camara, Amadou Koumé, Shaoya Oliou, Ibrahim Abba, Angelo Garant, nombreux sont ceux qui se sont succédés sans que des dispositions ne soient prises pour que les violences policières cessent enfin. Parmi ces vies volées, un nom occupe régulièrement le devant de l'actualité, c'est celui d'Adama Traoré. Afin d'évoquer ce sujet essentiel pour plus de justice sociale, on a l'immense honneur de recevoir pendant les 2 prochains épisodes notre invité qui va nous offrir son expérience et son expertise. Bonjour Assa. Salut, comment allez-vous les filles? Ça va bien. Ça va, merci d'être là. Toujours un plaisir de vous voir. Partagez. Alors Assa Traoré, tu es la sœur d'Adama Traoré et fondatrice du comité Adama. Et dans Kiffe ta race, on a un rituel que tu connais peut-être. On demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, dans le contexte français, Grace est perçue comme une femme asiatique et moi comme une femme noire. Est-ce que toi, Assa, tu te situes et si oui, comment? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on est une femme et quand une femme prend la voix, quand une femme défend ou porte la voix face à une injustice dont la société n'est pas d'accord ou la rejette, on n'est plus vu comme une femme. On n'est plus considéré comme une femme et tout de suite on devient une personne, juste une personne qu'il faut détruire, une personne qu'il ne faut plus voir, une personne qu'il faut museler, une personne qu'il faut calomnier et donc l'image et l'aspect de la femme disparaît. Donc c'est une vraie question. Mais moi je dirais que je suis une femme noire, mère de 3 enfants, la sœur d'Adama Traoré, une femme du monde, en tout cas une femme qui est là et qui avance. Mais aujourd'hui, le statut de femme, en tout cas, n'est pas mon statut de femme, en tout cas. Et je pense que beaucoup de femmes peuvent dire la même chose. À partir du moment où on est contre la société, où on défend quelque chose, on ne voit plus comme une femme, mais comme une personne qu'il faut faire disparaître. Et sur la question raciale, tu te définis comme une femme noire. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé que tu étais noire? Quand mon frère il est mort. Moi, je suis quelqu'un qui a assez confiance en moi. C'est pas le regard des autres n'est pas forcément une priorité pour moi. Moi, je me suis construite assez librement et donc le regard des autres, c'était pas quelque chose qui m'apportait le plus. J'avais assez confiance en moi. Et après, nous on a grandi, j'ai grandi avec mes parents, avec mon père qui était très très proche de ses enfants et qui parlait énormément. Donc mon père, par exemple, un exemple qui était assez fréquent, que je pense que tous mes frères et sœurs, en tout cas qui l'ont connu avant sa mort, pouvaient dire que quand mon père, on avait des bulletins, mon père partait avec les bulletins et il disait regardez, c'est le bulletin de mon fils ou de ma fille. Et le week-end, il nous emmenait avec lui à Paris et il était fier de montrer ses enfants. Et ça, c'est quelque chose je pense que ça fait partie aussi de ma construction où moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé.
c'est quand mon frère il est mort. Quand mon frère il est mort, et je le vois aussi à travers mes enfants aujourd'hui qui sont à l'école, où on voit que le statut de noir, il est là. Et quand tu dis on va revenir, hein, sur les circonstances de la mort de ton frère, mais quand tu dis que c'est quand ton frère est mort que tu as réalisé que tu étais une femme noire, c'est quoi précisément dans la manière dont tu as regardé, dont on t'a traité, qui t'a vraiment fait réaliser ça? Déjà, il y avait un sentiment que je n'avais pas, c'est que quand je sortais dans la rue, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. J'avais l'impression d'être, qu'on ne voyait que nous, qu'on ne voyait que moi, qu'on était responsable de quelque chose, et il y avait cette forme de regard oppressant qui n'existait pas. Mais ils avaient réussi, en tout cas, dans les premiers temps, à construire ça. Et je me suis dit: «Il y a un problème». J'ai dit: «Mais ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Personne ne me regarde». Ils arrivent à construire, en tout cas, cette forme de cette forme de sentiment et de sensation. Et Adama Traoré, quand mon frère va mourir, tout de suite on va attaquer ma famille. On va m'attaquer tout de suite. Et ce qui va être mis en avant, c'est la famille noire, la famille africaine, la famille d'Adama Traoré. Ça, c'est un statut qui va être mis tout de suite en avant. Et là, au bout d'une semaine, j'ai compris que ça allait pas du tout se passer comme je pensais que ça allait se passer. Parce que moi, j'avais confiance en la justice. Je me suis dit: «On a tué mon frère, il va se passer quelque chose». Et là, tout de suite, on a compris qu'il mettait en avant, le côté noir de la famille d'Adama Traoré. Et moi, j'étais la sœur d'Adama Traoré. Et ce qui était arrivé à mon frère, c'était comme si ça m'était arrivé. Donc il y avait quelque chose de qui faisait un. Et tu parles aussi de tes enfants. Tu mentionnes que tes enfants sont confrontés au fait d'être des personnes noires dans cette société française. Toi, en tant que mère, comment tu les accompagnes là-dedans comment est-ce que ce statut-là, il s'exprime au quotidien à l'école? Quand mon frère il est mort, moi je travaillais. Je travaillais à Sarcelles, j'étais en prévention spécialisée à l'Opège. Et il fallait que je fasse un choix. Il y avait mon travail, mes enfants et le combat de mon frère. C'était une évidence que le combat de mon frère, j'allais le porter, que j'allais pas le mettre de côté. Mais je pouvais pas travailler et m'occuper de mes enfants et de faire le combat. Il fallait que je fasse un choix et j'ai décidé que j'allais arrêter de travailler, parce que je ne pouvais pas aussi sacrifier mes enfants, au détriment de mon travail ou au détriment du combat de mon frère. Donc j'arrête de travailler pour pouvoir être présente auprès de mes enfants et en même temps pouvoir mener le combat le plus loin. Moi, j'avais un objectif, c'était que le monde entier puisse savoir qu'on a tué mon frère. Donc, je ne pouvais pas aller travailler, c'était pas possible. Donc, mes enfants, je décide d'arrêter de travailler pour pouvoir être là dans le quotidien, les emmener à l'école, aller les chercher. Et pour moi, c'était important de les accompagner dans ce sens-là, d'être là dans leur quotidien et surtout d'être au sein de l'école. Parce que je l'ai vu dans le combat de mon frère, je l'ai vu avec mes frères, comment l'école, en tout cas, a pu avoir un élément important, que ce soit positif ou négatif. Je peux prendre l'exemple, par exemple, de mon frère Bagui, où on a découvert très tard, quand il avait plus de 25 ans, qu'il avait un très gros, il était dyslexique, mais qui était à un niveau très important. Et mon frère a été très jeune en rupture scolaire, a arrêté l'école, a été dans un CER très rapidement. Et je m'en suis voulu. Mon père était mort. Je me suis dit, centre éducation fermé, Fermé, ouais. parce qu'en fait, l'école n'était pas pour lui, mais à l'époque, on pensait que c'est mon frère qui faisait C'était tout pour ne problème. pas aller à l'école. Et quand j'ai appris qu'il avait cet handicap, cette dyslexie, je m'en suis voulu. Je me suis dit, j'ai pas pu accompagner mon frère comme j'aurais dû. Et peut-être que si on avait su qu'il était dyslexique, bah peut-être que à l'école ça aurait été Oui, il y a des beaucoup mesures qui mieux peuvent être pour lui. prises, bien sûr. Mais j'avais que 14 ans. Bah, J'étais- c'était pas ton rôle. Enfin, Oui, mais- normalement, Oui. c'est Et c'est pour ça c'était que je me difficile dis- de détecter aussi. Oui, mais c'est pour ça que je me dis que l'école, c'est tellement important, parce que quand tu es un enfant noir ou un enfant de couleur, bah quand tu as aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes se sont battues pour que on puisse les regarder comme des enfants et les considérer et les laisser à leur place d'enfants. Mais avant, on a une génération, je pense qu'aujourd'hui n'a pas été accompagnée, et où on les a frustrés, on les a humiliés, on les a sortis de l'école, pas parce qu'ils étaient mauvais, pas parce qu'ils étaient méchants, pas parce qu'ils étaient parce qu'ils aimaient pas l'école, juste parce que les adultes qui étaient en face d'eux
ne les ont pas regardés comme des enfants. Et moi, c'est une façon aussi de protéger mes enfants et surtout de dire à d'autres parents, c'est important d'être là. Ouais. Donc le statut de femme noire, il est aussi là. Et, c'est important. Bah, ce que tu décris, c'est vraiment un processus de racialisation, classique des personnes noires. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas perçues, comme des femmes et les enfants sont, très vite, perçus comme des adultes ou en tout cas pas comme des êtres qui, devraient susciter de l'empathie. On les voit tout de suite comme des êtres à sanctionner, à encadrer, mais pas du tout comme des enfants en fait, avec toutes les fragilités que ça implique quoi donc On voilà. grandit avec cette déshumanisation, pardon. Mmh. Dans le livre Lettre à Adama, on parle de ce doigt qui est pointé dès l'adolescence. Et une fois que le système, que ce soit le système scolaire ou dans le monde du travail est pointé sur toi, c'est difficile. Donc on se bat. Je me bats aujourd'hui pour mes enfants et pour d'autres enfants que ce doigt ne soit jamais pointé sur eux. Et Lettre à Adama, c'est un livre que tu as Ouais. écrit avec Elsa Vigoureux et qui est paru aux éditions du Seuil. Et tu as écrit d'autres livres aussi, et notamment avec Geoffroy de la Gannerie, Le combat Adama, sorti en 2019. Et dans tes livres, en tant qu'autrice, tu nous parles de cette histoire traumatisante dont tu as été victime aussi, l'histoire de ton frère, comment il a disparu. Est-ce que tu peux nous rappeler des circonstances dans lesquelles il a subi cette injustice? On sait que c'est traumatisant Non, ça, non. donc Ouais, on sait et que enfin, tu l'as répété beaucoup, ouais. donc voilà, que c'est pas évident, mais si tu peux. Non, mais c'est important de le répéter et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. Si ça doit changer quelque chose pour la société dans laquelle on vit aujourd'hui, comme j'ai dit, Adama ne reviendra plus. Si mon frère aurait pu revenir avec tout ce qu'on a fait, il aurait ressuscité 1 milliard de fois. Moi, je veux qu'avec le nom de mon frère, on puisse changer quelque chose. Et je sais qu'aujourd'hui, en 2024, le nom d'Adama Traoré, on l'a imposé dans l'histoire de France. Et sa mort, elle arrive au mois de juillet 2016. Mais quelques jours avant, moi, j'étais partie, j'étais éducatrice, donc je partais en Croatie. Et le dimanche 17, je dépose mes enfants chez ma mère. Et ce jour-là, Adama, je le vois à chaque fois que je vais chez ma mère, je le vois, sauf ce jour-là. Et ce jour-là, je l'attends. À 17h, je l'appelle parce que je dois prendre mon avion. Et je dis, mais Adama, t'es où? Je t'attends depuis tout à l'heure. Je dois voyager, je voulais te faire un bisou. Il m'a dit, ah, mais tu m'as pas prévenu. Et c'est vrai que je l'avais pas prévenu, comme c'était pour du travail. Mais on est assez proches à la maison. Et je lui dis, non, mais c'est pas grave. Il m'a dit, si tu veux, je reviens. Je lui dis, non, mais si t'es à Paris, c'est assez loin, donc ne t'inquiète pas. Je t'ai commandé un cadeau qui va arriver mercredi, mais j'arrive et il me dit, mais quand tu reviens de l'aéroport, tu reviendras directement à la maison. J'ai dit oui, je reviens lundi prochain, donc une semaine après. Et je lui dis, je viendrai directement. Il m'a dit, bah, je serai là, je t'attendrai à la maison. Et je lui dis alors que je lui ai donné l'heure. Et je pars. Et en sortant de mon quartier, je croise les gendarmes. Et en fait, on avait ce réflexe-là, mais sans savoir qu'un jour la mort allait arriver. Que ce soit nous et d'autres familles, on le faisait tous. J'appelle chez moi et je dis, c'est ma mère qui décroche, je dis, maman, il y a les gendarmes qui sont rentrés dans le quartier. Il y avait 2 de mes petits frères en bas. Je fais, dis à Samba de descendre, qui monte. Et 10 minutes après, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, tout le monde est à la maison. Et là, on est rassuré. Je prends l'avion, j'arrive en Croatie le 18, le 19, matin à 10h, on s'envoie des messages sur Facebook parce que mon frère, c'est le jour de son anniversaire. Mon frère vient d'avoir 24 ans, on s'écrit, on échange quelques mots. Et à 19h, on m'appelle, on me dit que mon frère a fait un malaise. Là, je suis tétanisé, on me rappelle, on me dit que mon frère va bien. La journée Qui est-ce qui t'appelle? La première fois, c'est qui est-ce qui m'appelle? Je crois que c'est mon frère qui m'appelle. Non, c'est moi qui appelle chez moi pour savoir si mes enfants allaient bien. Et là, on me dit non, mais on va à l'hôpital, Adama, il a fait un malaise. Et on me rappelle peut-être 30 minutes après, on me dit non, ça va, il va bien, il est en garde à vue. Je me dis bon. Et on me rappelle vers 23h, j'ai ma sœur que j'entends pleurer. Et je me suis dit waouh, si ma sœur elle pleure, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai pas eu le courage d'entendre ce qu'elle allait me dire. Je donne le téléphone à Sonia, qui est ma collègue et qui est aussi aujourd'hui membre du comité Adama. Je lui dis, il se passe quelque chose chez moi, dis-moi ce qui se passe. Et là, j'apprends la mort de mon frère. Donc le lendemain, je prends l'avion, j'arrive à Paris. Et avant de rentrer dans mon quartier, je me dis, bon, si je rentre dans mon quartier, que tout le monde me regarde, c'est que mon frère est vraiment mort, parce qu'on n'y croit pas. Hein.
Et donc, je reste une demi-heure. J'avais peur de rentrer dans mon quartier. J'avais peur d'affronter cette réalité. Et j'arrive dans mon quartier. J'avais l'impression que tout le monde m'attendait. Et tout le monde était figé. La voiture, elle est passée. Je suis monté. Et le combat a commencé. Et ce jour-là, le 19 juillet, quand mon frère va mourir un jour plus tôt, le matin, la mairie appelle pour que Adama vienne chercher sa pièce d'identité. Donc ils appellent Tata au travail. Et Tata, elle appelle vers 10h. Elle dit, Adama, ta pièce d'identité est prête. Tu peux aller la récupérer. Donc ce jour-là, c'est son anniversaire. Il met une chemise à fleurs, il met un bermuda, il met un bob. Et il prend son vélo. Et il va en direction du centre-ville pour aller à la mairie. Et ce jour-là, Bagui se fait contrôler sur une terrasse de café avec sa copine. C'est ton autre frère, Bagui, c'est mon autre frère, pour une autre affaire. Et je pense qu'à ce moment-là, Adama, il se dit, oh là là, j'ai pas ma pièce d'identité. Là, il contrôle mon frère. Si je pars pas, ils vont me contrôler. Et Adama continue en fait son chemin vers la mairie. Donc, il pédale vite. Et là, les gendarmes, sans aucune raison, vont lui courir après. Ils vont lui courir après, devant la mairie. Ils vont le taper. Comme ils sont en civil, quelqu'un va venir le défendre pensant que il se fait agresser. Adama arrive à s'enfuir et va se cacher dans l'appartement d'une personne qu'il connaît. Cette personne, c'est elle qui va dire qu'Adama est dans l'appartement. Elle va dire aux gendarmes? Ouais, il va se mettre par la fenêtre, il va dire qu'Adama est par la fenêtre. Et les gendarmes vont rentrer dans cet appartement. Adama a eu peur. Il s'est caché sous un drap, il a mis le ventre contre le sol. Et c'est en fait ce que je suis en train de vous dire là. Ça, c'est ce que les gendarmes ont dit dans leur première déposition. J'invente rien. C'est écrit. Mais ce jour-là, les gendarmes n'ont pas menti. Ils ont dit la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est comment, pendant ces 8 années, comment le système va les aider à construire un mensonge. Parce qu'ils ne mentent pas au début. Ils vont dire que quand on arrive dans cet appartement, Adama a le ventre contre le sol, a une couverture, a un drap sur lui, et ils essayent de lui mettre les menottes. Donc il y en a un qui va monter sur son cou, au niveau de son thorax et un au niveau de ses jambes. Mon frère va mourir exactement de la même façon que George Floyd pour imager. Et ils vont dire qu'Adama va dire je n'arrive plus à respirer. Donc ils vont continuer à le compresser et ils vont dire que Adama n'arrive même pas à tenir debout. Après, je crois qu'ils sont restés sur lui plus de 9 minutes. Elsa Vigoureux avait retracé toute la journée parce que les appels téléphoniques avaient été passés. Donc on sait combien de temps le plaquage ventral a duré parce qu'ils appellent pour dire qu'ils ont fini. Donc Elsa Vigoureux, c'est la journaliste qui a coécrit le livre. C'est ça. Donc elle a fait une enquête. Donc ça on peut le retrouver dans l'Obs. Et ils disent qu'Adama n'arrive pas à marcher. Donc les gendarmes sont obligés de le prendre un par le bras gauche, un par le bras droit, et que ils l'emmènent dans la voiture. Et qu'Adama leur dit j'arrive pas à respirer, mon frère va piquer de la tête et uriner sur lui. Mais pour eux, ils vont dire qu'Adama simule. Je pense que un homme qui urine sur lui n'est pas dans la simulation. Et ils vont passer devant l'hôpital parce que pour aller à la gendarmerie, on passe devant l'hôpital. Beaumont était une toute petite ville et ils vont le jeter dans cette cour de gendarmerie et ils vont mentir, ils vont dire qu'ils lui ont apporté les premiers soins. On a les pompiers qui vont arriver, qui vont nous dire que Adama Traoré, quand ils arrivent, il a les menottes dans le dos, ventre contre le sol, donc il n'a pas pu être mis en PLS. Les pompiers vont insister et dire que retirez-lui les menottes. C'est un jeune homme de 24 ans, on ne peut pas le laisser mourir. Les gendarmes vont refuser. Les pompiers vont insister, mais c'était trop tard. Mon frère est mort ce 19 juillet, le jour de ses 24 ans, le jour de son anniversaire, dans une caserne de gendarmerie française, sous les yeux de plusieurs militaires, de pompiers, sans qu'on lui apporte assistance. Et on va pas nous appeler. On va recevoir un appel anonyme de l'intérieur qui va nous dire qu'il se passe quelque chose de pas normal avec votre frère. Et c'est à ce moment-là que moi, on m'appelle. Quand je suis en Croatie, et qu'on me dit, donc on va dire à ma famille, Adama Traoré a fait un malaise. Donc le premier réflexe de ma famille, c'est d'aller à l'hôpital de Beaumont. Il n'y a pas d'Adama. Ils appellent tous les hôpitaux des alentours. Ils disent, on sait jamais, il n'y a pas d'Adama. Et là, mon frère Samba va appeler les pompiers. Les pompiers vont les basculer directement vers la gendarmerie. Ma mère, elle appelle Tata, elle dit, il se passe quelque chose, comme tu passes par la gendarmerie, arrête-toi. Il se passe quelque chose de pas normal. Elle sonne à la gendarmerie, elle dit aux gendarmes, mon fils est là. On m'a dit qu'il a fait un malaise, je voudrais le voir. On lui dit, madame, votre fils va très bien. Il est juste en garde à vue. Et là, il était déjà décédé. Il était déjà mort. Et ma mère dit, Tata dit, est-ce que vous avez appelé un avocat? Ils vont dire s'il a besoin d'un avocat, ils appelleront un avocat. Et elle va dire cette phrase, s'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous.
Et quelques minutes après, mon frère va amener des sandwichs pour Bagui et Adama. Les gendarmes vont prendre les sandwichs. Ils vont faire comme si qu'il était encore vivant. Mais Beaumont est une petite ville de 9000 habitants. Donc, quand on pose la question aux habitants à ce jour-là, il y avait plein d'allées et venues. Donc, le bruit court qu'il se passe quelque chose de pas normal. Donc, tout le monde va venir devant la cour de gendarmerie. Et aux alentours de 23h, mon petit frère va bloquer la porte et va rentrer. Et là, on va lui dire, comme on va dire à ma famille, à Tata, que Adama est mort. Et on va dire que votre fils avait pris de l'alcool, de la drogue, qu'il est mort sous l'emprise de cause cardiaque et d'infection très grave. Ma mère leur dit, mais vous avez fait quelle analyse et à quel moment? C'est faux, mon fils était en très bonne santé. Les mensonges vont commencer là comme ça. Et là, on va partir sur 8 ans de combat, où on va dire qu'Adama est mort de cause cardiaque, infection très grave. On va éliminer ça. On va dire alcool et drogue. On va éliminer ça. On va dire qu'Adama est mort. Parce qu'en fait, il y a des expertises qui sont proposées Oui. par les institutions françaises et vous faites des contre-expertises à chaque fois, donc à vos frais, j'imagine, pour contester la version chaque fois. officielle. Et à chaque fois. Donc après, on va dire qu'Adama est mort de drépanocytose. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pas prendre n'importe quelle maladie. Ils vont prendre une maladie qui touche que des personnes noires, majoritairement. Donc même une personne noire qui n'a pas de personne drépanocytaire dans son entourage ne connaît pas cette maladie. On va dire, mais Adama Traoré n'a pas la drépanocytose. On va dire que c'est faux. Et on va dire ensuite qu'Adama Traoré est mort de coups de chaleur parce que ce jour-là, il faisait très chaud. Donc, ils vont utiliser la chaleur. Et c'est le calendrier fait les choses, c'est que George Floyd va mourir. Et le lendemain, la France annonce qu'il y a une fermeture de dossier parce qu'Adama Traoré est mort de coups de chaleur. Donc, on va sortir dans la rue et on va réfuter ça. On va refaire une contre-expertise très rapidement avec notre avocat, maître Yacine Bouzrou, qui va porter à bras-le-corps ce combat. Et cette expertise, suite à ça, donc on sera plus de 80 000, ensuite 120 000 dans la rue. Suite à ça, la justice va donner les expertises à la Belgique. Donc la Belgique va devoir trancher parce que dans ce que je vous raconte pas, c'est que pendant toutes ces années, on va porter plainte contre les experts parce que ce sont des expertises qui sont assez bidons, ce qu'on peut retrouver aussi dans plusieurs affaires. Donc l'expertise va en Belgique. Quand à part en Belgique, les Belges disent que et en parallèle, on fait nous aussi une contre-expertise qu'on va nous-mêmes financer, qui sera sous le collège de l'expert de George Floyd à New York, qui va prendre un expert brésilien, qui va prendre un expert italien, je crois qu'il y a un allemand et 4 français qui vont eux de leur côté faire aussi une expertise à chaque fois. On est en tout cas on prépare nos expertises qui va confirmer celle des Belges. Et les Belges vont dire que oui, Adama Traoré, s'il n'avait pas croisé les gendarmes, il serait pas mort. Et on a la justice, on a la juge Folzer qui va donner un arrêt maladie 1 an avant la mort d'Adama en disant est-ce que cet arrêt maladie ne serait pas la cause de la mort d'Adama Traoré. Donc ça repousse encore à 1 an et demi. Et c'est en 2023, en novembre 2023, qu'ils vont affirmer que les gendarmes sont bien responsables de la mort d'Adama Traoré. Elles demandent en non-lieu en février 2024. Ils disent effectivement, ils reconnaissent les violences, mais ils vont dire quelque chose encore qui va toucher et qu'on associe à des corps noirs ou de couleur. Adama Traoré était un homme grand et costaud, donc ils ont dû user de la force nécessaire. Donc ils annoncent en non-lieu. Et là, nous partons en cassation. Ton nom aujourd'hui, Assa Traoré, il est synonyme de ce combat, il est synonyme de cette résistance. Mais tu dis tout le temps que ce combat, il est collectif. Et tu as été très vite soutenu par des militants antiracistes, par des personnalités publiques. Est-ce que tu peux nous raconter ce soutien que tu as reçu de votre entourage et aussi de la société? Dès le premier jour, hein, c'est-à-dire que dès que sa mort a été rendue publique sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont venus spontanément à Beaumont. Tout de suite. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que j'imagine que quand c'est une question que tu connaissais pas à titre personnel, sur laquelle tu t'étais pas penché, comment ça se passe en fait? La mort de mon frère va susciter quelque chose de très fort en France. Et déjà, tout de suite dans notre quartier, il y aura des révoltes. Donc je pense que s'il n'y avait pas de révolte, on n'en parle pas. Et tout de suite, on va avoir un tweet d'Omar Sy. Omar Sy qui va faire ce tweet qui va être une lumière pour nous dans l'affaire Adama Traoré. Et ce tweet va
en tout cas accompagner d'autres tweets qui vont arriver et d'autres personnalités qui vont tout de suite apporter leur soutien à la famille Traoré. On a plusieurs personnalités qui vont aussi venir à la maison. On a Siaka qui va venir tout de suite. Siaka qui va venir tout de suite et qui va me donner des conseils tellement... Siaka Traoré, Oui. c'est le frère de Bouna Traoré qui Oui. était mort à Clichy-sous-Bois en 2005, donc un des 2 adolescents qui avait été poursuivi par la police et qui était mort en se réfugiant dans un transformateur électrique. Après, voilà, tout de suite. Et après, on a d'autres familles qui vont venir, comme la famille de Amin Bentounsi, on a la famille Amal, comme la famille de Lamine Dieng, comme beaucoup d'autres familles tout de suite qui vont venir. On a d'autres militants qui sont encore là aujourd'hui, qui vont être là, Almami Kanouté, Youssef Brakni, et d'autres, en tout cas, qui vont venir tout de suite. Et d'autres collectifs aussi qui vont venir. On aura aussi des soutiens de l'Afrique, tout de suite, qui vont venir directement à notre domicile. Donc, il y a quelque chose qui va être porté avec le nom de mon frère, mais qui est révélateur de beaucoup de choses. On va le comprendre avec toutes ces années, c'est que le combat Adama, il est là en tout cas pour dénoncer ces questions des violences policières. Donc ce soutien, c'est un soutien qui va beaucoup nous apporter, beaucoup nous soulager, qui va beaucoup nous faire du bien, parce que quand on est dans une peine, on se sent, quand on vit ça, on se sent seul, on comprend pas ce qui se passe. On se dit mais c'est pas possible, on n'est pas préparé à la mort de un de nos frères. Ou d'une sœur, on n'est pas préparé à ce que ce soit la police ou les gendarmes qui le tuent. Donc pour nous, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et bien évidemment, ce soutien va être énorme pour nous. C'est la fin de la première partie de cet épisode avec Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré, fondatrice du comité Adama. On vous retrouve dans 15 jours avec Assa, dans une deuxième partie de cet entretien aussi passionnant qu'émouvant. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqués, si vous êtes concernés par ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas, écrivez-nous sur kiftaras@kiftaras.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Kiftaras ou le compte @Kiftaras. Et merci de nous noter 5 étoiles de préférence sur toutes les plateformes. On se retrouve dans 15 jours pour la suite de l'épisode.